Bonjour et bienvenue dans ce parcours virtuel sur la piste de la traduction avec Céline Leroy. Nous sommes étudiants en DUT Métier du Livre à Tourcoing et nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de la traduction littéraire avec le festival D'un pays l'autre mené par les éditions de la Contralée. Nous avons interviewé Anna Rizello, qui est la fondatrice du festival D'un pays l'autre. Nous avons également interviewé Céline Leroy, qui est une traductrice spécialisée en littérature anglo-saxonne et américaine, et elle a notamment travaillé avec Déborah Lévy, qui est le prix Féminin étranger 2020. Cette autrice parle dans ses romans de sa vie en Afrique du Sud durant l'apartheid, mais aussi de son arrivée en Angleterre et de ses pensées et réflexions en tant que femme écrivaine et son regard sur le monde. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment en compagnie de nos intervenantes et si vous souhaitez en savoir davantage, rendez-vous au prochain QR code. Ça a été d'abord un coup de foudre de lectrice. J'ai lu ce qui est maintenant ce que je ne veux pas savoir, hein, et ça m'a tout simplement bouleversée dans le fond et dans la forme, hein, par la personne que je devinais derrière l'écrivaine, hein, par sa façon de dire les choses. Et ensuite, quand je me suis mise à traduire, je me suis aperçue que, je ne vais pas dire que j'avais une facilité à la traduire, parce qu'il y a toujours beaucoup de difficultés avec tous les textes qui peuvent être divers et variés, techniques. Il peut y avoir plein de questions qui se posent dans la traduction des textes, hein. Je sais pas, il y avait, oui, une affinité avec ce qu'elle racontait et la façon dont elle le racontait, une espèce de vivacité, de rapidité dans les phrases que j'aime énormément aussi travailler comme traductrice. C'est une matière qui me convient. Et puis après, quand je l'ai rencontré, il y a eu aussi une affinité personnelle. J'ai adoré sa générosité, son ouverture, son grain de folie aussi. C'est quelqu'un qui est un peu magique, qui a un petit côté chaman, hein. Elle attire les choses, les gens de manière très particulière autour d'elle, hein. Et voilà, ça a été une belle double rencontre et je pense qu'on a des choses à construire toutes les deux. We sold a family house. This action of dismantling and packing up a long life lived together seemed to flip time into a weird shape. A flashback to leaving South Africa, the country of my birth, when I was 9 years old, and a flash forward to an unknown life I was yet to live at 50. I was unmaking the home that I had spent much of my life creating, energy creating. To strip the wallpaper off the fairy tale of the family house in which the comfort and happiness of men and children have been the priority is to find behind it an unthanked, unloved, neglected, exhausted woman. It requires skill, time, dedication, and empathy to create a home that everyone enjoys and that functions well. Above all else, it is an act of immense generosity to be the architect of everyone else's well-being. This task is still mostly perceived as women's work. Consequently, there are all kinds of words used to belittle this huge endeavor. If the wife and mother has been impregnated by society, she's playing everyone's wife and mother. She's built the story the old patriarchy has designed for the nuclear heterosexual family, and of course, added a few contemporary flourishes of her own. To not feel at home in her family home is the beginning of the bigger story of society and its female discontents. If she is not too defeated by the societal story she has enacted with hope, pride, happiness, ambivalence, and rage, she will change the story. Comment est-ce qu'on s'approprie un texte de manière très banale, en travaillant beaucoup dessus, en le lisant attentivement, le lexique, les expressions idiomatiques, le style, la tonalité, la musique, le rythme, en se penchant un petit peu sur tout ça et en travaillant ensuite ses propres phrases, nous, à la traduction, en revenant sans cesse dessus, jusqu'à ce qu'il y ait ce déclic qui est par contre un petit peu mystérieux. Ça, c'est l'oreille du traducteur qui joue à ce moment-là. On sait que là, c'est bon, on tient la phrase qui fonctionne, hein, et qui est le plus fidèle possible au texte. Et quand je dis fidèle, c'est pas parce qu'elle
elle serait extrêmement proche des fois elle l'est, hein, mais des fois, il y a une distance un petit peu plus, longue avec le texte, mais qui, si ce n'est dans la lettre, dans l'esprit, hein, est par contre très fidèle, hein, au texte original et à l'intention de l'auteur. Ensuite, pour ce qui est d'un style, peut-être de chaque traducteur, il paraît on pourrait reconnaître les traducteurs. Moi, je pense que c'est plus qu'on a tous des tics qui peuvent se repérer. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment un style de traductrice. J'espère en tout cas qu'ils ne se sentent pas trop, ou voire pas du tout. Ça serait bien mieux. Ça serait mieux pour les auteurs, parce que je suis quand même là pour rendre leur style à eux plutôt que le mien. La méthodologie a évolué en fait, au fil des ans. J'ai un peu tâtonné, je pense que c'est le lot de tous les traducteurs d'apprendre, à travailler la matière du texte, à organiser ses journées, à trouver sa discipline. Est-ce qu'on est plus du matin? Est-ce qu'on est plus du soir? Et si vous interrogez plusieurs traducteurs, je pense qu'on a un petit peu chacune nos méthodes, nos façons de faire. En ce qui me concerne, je travaille tous les jours, hein, pour ne pas perdre le lien au texte, rester dans le rythme de travail aussi tout simplement, et ça crée en soi une discipline, hein. Et je suis beaucoup plus du matin que du soir, donc je travaille le matin et jusqu'à environ au milieu de l'après-midi. Après, ça commence à être plus compliqué, je commence à patiner, hein, donc il vaut mieux avoir d'autres choses à faire, des relectures, des choses un petit peu plus légères, hein. Ça se passe un petit peu comme ça, le matin, tous les jours, hein. Et puis ensuite, il y a les différentes étapes de travail sur le texte. En ce qui me concerne, je fais un premier jet, je passe le texte au scanner, hein, je fais pas très attention à ce que j'écris. Et puis c'est au moment de la réécriture du deuxième jet que là, c'est beaucoup plus précis, je rentre vraiment dans le texte, je me pose toutes les questions qu'il y a à se poser sur le texte. Et ensuite, j'ai encore 2 phases, au moins, de relecture, hein, très attentives, hein, et que je fais généralement entièrement sur l'ordinateur. J'ai du mal à relire sur le papier, étrangement, en dehors des épreuves, hein. Nous avons vendu la maison familiale. Le démantèlement et la mise en carton de longues années passées ensemble ont semblé donner une drôle de forme au temps. Un flashback sur notre départ quand j'avais 9 ans de mon pays natal, l'Afrique du Sud, et un flash forward sur l'inconnu d'une vie qu'il me restait à vivre à 50 ans. Je détricotais le foyer auquel j'avais consacré une si grande partie de mon énergie créative. Arracher le papier peint de ce conte de fées qu'est la maison familiale, hein, où le confort et le bonheur des hommes et des enfants ont été prioritaires, c'est trouver en dessous une femme épuisée, qui ne reçoit ni remerciements ni amour et qu'on néglige. Il faut de l'habileté, du temps, de la dévotion et de l'empathie pour fonder un foyer qui fonctionne, dans lequel tout le monde se sent bien. C'est surtout un acte d'une générosité immense que d'être l'architecte du bien-être de tous les autres. Beaucoup de gens pensent encore que cette tâche revient aux femmes. Par conséquent, on utilise toutes sortes de mots pour minimiser cet effort monumental. Si l'épouse et la mère a été fécondée par la société, elle joue le rôle de l'épouse et de la mère pour tout le monde. Elle a construit le récit que l'antique patriarcat a tracé pour la famille nucléaire hétérosexuelle et a bien sûr ajouté quelques ornements contemporains qui lui sont propres. Ne pas se sentir chez elle dans sa propre maison est le début du plus grand récit créé par la société et du malaise féminin. Si elle n'est pas trop abattue par le récit sociétal qu'elle incarne avec espoir, fierté, bonheur, ambivalence et rage, elle changera le récit. Je ne pense pas que la traduction soit de la musique, ou alors ce sont les textes eux-mêmes qui peuvent être musicaux. Et si on parle de poésie, bien sûr, encore plus, à cause des sonorités et des rythmes qui sont imprimés aux vers, aux phrases. Par contre, je pense qu'il y a un vrai lien entre l'interprétation de la musique, et notamment enfin, un lien profond entre le travail des musiciens classiques et le travail des traducteurs, puisque les uns comme les autres, nous arrivons derrière une œuvre déjà créée par quelqu'un d'autre. La différence, évidemment, c'est que
le médium n'est pas le même. C'est-à-dire que Bach va composer son œuvre, ça va atterrir sur du papier, et puis un organiste, un pianiste, ce que vous voudrez, va le jouer sur un instrument. Nous, un écrivain écrit un texte sur du papier, on va le prendre, on va le lire, on va l'absorber, et puis ça va ressortir par le bout de nos doigts, et ça va aussi arriver sur du papier. Et la différence aussi, c'est que bien sûr, nous ne sommes pas sur scène, hein, contrairement aux musiciens qui présentent le fruit de leur travail, de toute leur préparation, de leur entraînement, leur pratique sur un morceau. Mais donc voilà, je pense que c'est un travail d'interprétation. Il faut réfléchir à une première œuvre pour la rendre au mieux, au plus près de ce qu'a essayé de faire le créateur. Mais il y a toujours une part aussi de subjectivité, ça on ne peut pas nous l'enlever. Il n'y a pas encore de machine capable de faire ce qu'on fait. Donc c'est en cela que je pense qu'il y a un rapport entre la musique et la traduction. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anna Rizzello des éditions La Contralée, au sein desquelles je m'occupe notamment du programme d'activité D'un pays l'autre, qui est aussi donc un festival. D'un pays l'autre est un cycle d'événements qui est dédié à la traduction littéraire et aux langues et aux littératures étrangères. Tous les ans a lieu effectivement un festival en octobre. Cette année, il se déroulera entre Lille, Bruxelles et la région Centre-Val de Loire. Pour ce festival, on invite évidemment des traductrices et des traducteurs littéraires, mais aussi des chercheurs, des sociologues, des écrivains, des artistes, des cinéastes, qui, à travers leur travail, leur œuvre, nous aident en fait à interroger chaque année un thème qui est un peu le fil rouge de la programmation. Le but de ce festival est évidemment de mettre en avant ces métiers qui est de moins en moins méconnu, mais qui les reste néanmoins, de mettre en avant donc ces personnes qui nous font lire des textes auxquels on n'aurait pas accès. Et ça, je pense, c'est un des enjeux de la traduction, évidemment, c'est de nous apporter des textes auxquels on n'aurait pas accès autrement. Un des enjeux de la traduction et un des enjeux du festival aussi, c'est de questionner tout ce qui ne va pas de soi, en fait, dans la représentation des traductions, des textes. C'est-à-dire, on remarque, dès qu'on se penche un petit peu sur la question de façon assez évidente, qu'il y a des inégalités dans les langues traduites, dans les textes traduits, que toutes les langues ne se valent pas et qu'à partir de la traduction, à travers les prismes de la traduction, on peut aussi questionner tout ça en fait. Pourquoi certaines langues ne sont que très peu traduites ou pas du tout, pourquoi certaines langues, certains accents sont stigmatisés par exemple. Voilà, c'est toutes ces questions-là en fait qui sont d'ordre littéraire mais aussi politique et aussi social en fait qu'on essaie de questionner à travers le festival.